Je me tenais cachée dans les coulisses de l'imposante salle de banquet. Mes jambes étaient engourdies après avoir couru à perdre haleine depuis 5 heures du matin. Aujourd'hui, c'était la grande célébration du 60e anniversaire de ma belle-mère, Madame Bérénice. Toute la salle de bal de l'un des hôtels 5 étoiles les plus luxueux du Triangle d'Or de Paris, à 2 pas de l'avenue Montaigne, brillait sous la lumière des lustres en cristal et noyait ses invités dans un océan d'arrangements floraux exubérants. La musique d'ambiance se mêlait aux éclats de rire sonores et aux conversations mondaines de l'élite de la société parisienne. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Ces mêmes mains qui, il y a 3 ans, avaient brandi la médaille d'or au championnat national de kickboxing et qui inspiraient la terreur à n'importe quel adversaire sur le ring. À présent, elles étaient rugueuses, la peau craquelée par le liquide vaisselle et les produits chimiques d'entretien. La robe en velours couleur prune que je portais avait été choisie par Bérénice. Elle m'avait assuré que cette teinte me donnerait de l'élégance, mais je savais pertinemment que son véritable but était de me vieillir, afin que je serve de faire-valoir terne à sa propre apparence lourdement rajeunie et sophistiquée. Dans les haut-parleurs, la voix froide et stridente de Bérénice résonna. Ce ton artificiellement mielleux que j'avais entendu jusqu'à l'écœurement pendant mes 3 années en tant que sa belle-fille. Où est ma belle-fille? Où est Apolline? Apportez vite le champagne. Mon mari va porter un toast à nos illustres invités. J'ai frissonné. J'ai réajusté ma robe à la hâte et saisissant le lourd plateau en argent chargé de flûtes en cristal. Je me suis dirigée vers l'estrade. Ma tête tournait depuis le matin. Je n'avais pas avalé la moindre miette. À l'aube, j'étais allée au marché aux fleurs de Rungis. J'étais rentrée pour préparer les compositions. Puis j'avais couru à l'hôtel pour revoir le menu gastronomique et le plan de table. Bérénice était d'un pédantisme maladif. Si une nappe dépassait d'1 seul centimètre, elle m'humiliait publiquement. C'est pourquoi je devais tout faire moi-même. Je suis montée sur l'estrade. Les lumières aveuglantes des projecteurs m'ont frappé de plein fouet, faisant danser de petites taches sombres devant mes yeux. Devant moi, avachi sur une chaise en chêne sculptée, trônait mon beau-père, Monsieur Gontran. Son visage était déjà couperosé par les grands crus qu'il avait ingurgités. À ses côtés, Bérénice exhibait ses bras chargés d'or et arborait un sourire éclatant, mais le regard qu'elle me lança était aussi tranchant qu'un rasoir. Cyprien, mon mari, était assis un peu plus loin, absorbé par l'écran de son téléphone, sans même daigner jeter un coup d'œil à son épouse. J'ai tenté de garder mon sourire, soulevant des 2 mains une flûte de champagne en cristal, m'approchant de mon beau-père pour l'inviter à prononcer son discours. Que vous viviez encore de nombreuses années dans la santé, la joie et la prospérité, ai-je à peine eu le temps de murmurer. Un vertige d'une violence inouïe m'a frappé de plein fouet. L'espace d'1 seconde, ma vision s'est obscurcie, ma main a tremblé et la flûte a dangereusement vacillé sur le plateau. Quelques gouttes de champagne se sont échappées, atterrissant sur le coûteux gilet en soie de Monsieur Gontran. Ce n'était que quelques gouttes, mais toute la salle a soudainement plongé dans un silence sépulcral. Gontran m'a foudroyé du regard. Son visage est passé du rouge au violacé, consumé par une rage pure. Il s'est levé d'un bond, a balancé son bras, et de toutes ses forces m'a jeté au visage le bol de soupe à l'oignon gratiné et bouillante qui venait d'être posé sur la table. Zas! Le bouillon brûlant, le fromage fondu et les croûtons ont inondé mon visage et mon cou. Une douleur atroce cuisante a été immédiate. J'ai hurlé d'agonie. J'ai reculé d'instinct. J'ai glissé. Et je me suis effondrée sur le sol de marbre poli. Idiote incapable, tu ne sais même pas servir un verre. Tu veux me tuer plus tôt pour me salir lors de mon propre anniversaire. Le rugissement de Gontran a résonné comme le tonnerre. Toute la salle s'est figée. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'y ai lu de la pitié, du mépris et même des ricanements étouffés. J'ai essuyé mon visage. Mes larmes se mêlaient au bouillon salé, ma peau brûlait impitoyablement. J'ai regardé Cyprien avec l'espoir insensé que mon mari se lève, m'aide, prononce une seule syllabe pour prendre ma défense. Mais non, Cyprien s'est contenté de me lancer un regard en biais avant de murmurer quelque chose à la personne assise à côté de lui. Il affichait une expression d'embarras, comme si j'étais la pire honte de son existence. Bérénice a rajouté son venin. Sa voix distillait la méchanceté pure. C'est une plouque, voilà ce qu'elle est. On a beau lui apprendre,
Rien ne rentre dans cette tête de paysanne. Elle ne sait même pas tenir un plateau. À quoi sers-tu dans cette famille? Tu m'as gâché toute ma soirée. Gontran a pointé un doigt accusateur vers le sol et a hurlé. À genoux, agenouille-toi, et demande pardon à moi et à tous mes invités. Si tu ne frappes pas le sol avec ton front ce soir, ce n'est pas la peine de remettre les pieds chez nous. Je l'ai regardé sous le choc, me mettre à genoux là devant le tout Paris. J'étais sa belle-fille, un être humain, pas un animal de compagnie que l'on pouvait frapper et dresser à coups d'ordre. Cyprien s'est enfin levé et s'est approché, mais pas pour me secourir. Il m'a fourré une poignée de serviettes dans la main et a grogné entre ses dents. « Apolline, essuie-toi la figure et mets-toi à genoux devant mon père pour en finir avec ce cirque. Arrête de nous faire honte, tu me compromets. » Les mots de Cyprien ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les 3 années de ma patience, de mes sacrifices et de ma soumission aveugle se sont fracassées en un instant. Soudain, j'ai regardé Cyprien, mes beaux-parents, et tous ces visages complaisants et suffisants autour de moi. Ils me méprisaient parce que je venais d'une famille modeste du Cantal, parce que je n'avais pas apporté une dot de plusieurs millions dans mon berceau. Ils avaient oublié que, avant de devenir un fantôme silencieux dans leur froide demeure bourgeoise du Vésinet, j'étais Apolline, la reine du ring, la fierté nationale des sports de combat. La douleur physique n'était rien comparée à la déchirure dans mon cœur. Je me suis relevée lentement, je n'ai pas fini de m'essuyer le visage. Je ne me suis pas mise à genoux. J'ai plongé mon regard directement dans celui de Gontran. Et dans mes yeux, il n'y avait plus ni peur ni soumission. La tension dans la salle aurait pu être coupée au couteau. En voyant que non seulement je refusais de m'agenouiller, mais que je le défiais avec hauteur, Gontran a eu l'impression qu'on lui jetait un seau d'eau glacée au visage. L'orgueil du patriarche a explosé. « Comment oses-tu me regarder comme ça, espèce d'ingrate? Ce soir, je vais t'apprendre ce qu'est le respect. » À peine avait-il terminé sa phrase que sa main droite fendait l'air visant directement ma joue prête à m'asséner une gifle brutale. Un coup d'une telle force m'aurait certainement cassé une dent ou fendu la lèvre. Mais il avait oublié qui était sa belle-fille. En une fraction de seconde, mon instinct de guerrière s'est réveillé avec une puissance inouïe. Tous mes sens se sont aiguisés. Le temps a semblé ralentir. J'ai vu clairement la trajectoire de son bras. Quand sa main n'était plus qu'à quelques centimètres de ma peau, j'ai esquivé avec grâce vers la gauche. Ma main gauche a instantanément saisi son poignet et ma droite a glissé en dessous. Bloquant l'articulation de son coude, j'ai utilisé mon élan pour tordre son bras vers l'arrière. Crac! Le claquement sec de l'os brisé a résonné dans le silence de cathédrale. « Mon bras! Tu m'as cassé le bras !» a hurlé Gontran. Son visage s'est contorsionné de douleur et son corps s'est plié en deux. La salle entière a poussé des exclamations d'effroi. Bérénice est restée paralysée, la bouche grande ouverte, incapable d'émettre le moindre son. Cyprien était pétrifié, les yeux écarquillés, fixant son épouse docile et effacée, qui venait de neutraliser son père d'un seul mouvement chirurgical. Je me suis penchée à l'oreille de Gontran, et j'ai dit froidement en articulant chaque mot. « Vous savez, beau-père, j'ai supporté vos humiliations pendant 3 ans, non pas parce que j'avais peur de vous, mais parce que je respectais une chose qu'on appelle la famille. Mais ce soir, en me jetant cette soupe au visage, vous avez aussi jeté la dernière goutte de respect que j'avais pour votre maison. » Après ces paroles, je l'ai repoussé rudement vers l'avant. Il a titubé et s'est écrasé contre Bérénice. Tous deux ont perdu l'équilibre tenant à peine debout. Cyprien a fini par reprendre ses esprits et a avancé vers moi avec la ferme intention de me frapper. « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as osé lever la main sur mon père. Tu es devenue folle. » Je l'ai regardé avec une fureur glaciale. Mon regard menaçant a stoppé Cyprien net dans son élan, la main levée en l'air, n'ayant plus le courage de l'abattre. Il ne m'avait jamais vu dans cet état. Comme un animal blessé, acculé comme un phénix renaissant de ses cendres. « Ne me touche pas. Si tu le fais, je ne garantis pas que tu sortiras d'ici en un seul morceau. » ai-je grondé. Cyprien a reculé d'un pas. J'ai posé les yeux sur la table d'à côté
où se trouvait une lourde chaise en chêne massif. La rage bouillonnait encore dans mes veines. J'ai pris mon élan et j'ai décoché un coup de pied circulaire dévastateur. Boum! L'épaisse chaise en bois s'est brisée en deux, les éclats volant dans toutes les directions. Le fracas a fait crier de panique les tantes et les cousines endimanchées qui ont reculé avec effroi. J'ai épousseté mes mains. J'ai lissé ma robe tachée de bouillon et la tête haute, j'ai balayé du regard les visages terrifiés de la belle famille. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne fera de moi son paillasson, ai-je annoncé d'une voix forte et claire. Puis j'ai tourné les talons et je me suis dirigée vers la sortie. Personne n'a osé se mettre en travers de mon chemin. Le claquement de mes talons sur le sol de marbre résonnait comme des tambours de guerre. Derrière moi, j'entendais les gémissements de Gontran, les hurlements et les malédictions de Bérénice et le chaos total d'une fête ruinée. J'ai quitté l'hôtel et j'ai inspiré profondément l'air chaud et plus libre de la nuit parisienne. Mes larmes avaient déjà séché. Il ne restait que la colère et un plan de vengeance qui commençait à germer dans mon esprit. J'ai hélé un taxi et j'ai demandé à être déposé dans un café discret du Marais rue des Francs-Bourgeois pour éviter les regards curieux sur mon état déplorable. Dans les toilettes de l'établissement, j'ai lavé les restes de soupe à l'oignon de mon visage. La peau brûlée était rouge et cuisante, mais je m'en moquais. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais les yeux gonflés, mais une détermination inédite y brillait. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis très longtemps. Allô, Amaury. C'est Apolline. À l'autre bout du fil, une voix grave et inquiète a répondu. Apolline, qu'est-ce qui se passe? Ta voix est bizarre. Tu n'as pas appelé depuis une éternité. Tu peux venir me chercher. J'ai besoin de te voir de toute urgence. Je suis au Café des Archives dans le Marais. 15 minutes plus tard, un énorme pick-up Ford Ranger noir a freiné dans un crissement de pneus devant le café. Amaury en est descendu avec sa carrure imposante et son allure décontractait ses muscles, se dessinant sous son t-shirt noir ajusté. Amaury avait été mon aîné dans l'équipe nationale de kickboxing, quelqu'un qui m'avait toujours traité comme sa petite sœur. Après une grave blessure, il avait mis fin à sa carrière pour fonder une société de sécurité privée. Il était aujourd'hui un homme respecté et redouté dans le milieu de la nuit parisienne. En voyant mon allure et la brûlure sur mon visage, les yeux d'Amaury se sont enflammés de fureur. « Qui t'a fait ça? C'est ce petit con de Cyprien ou le vieux Gontran. J'ai déjà réglé mes comptes avec eux à l'hôtel, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de bien plus important. Tu as les résultats de ce que je t'ai demandé il y a un mois. » L'expression d'Amaury s'est adoucie. Il m'a regardé avec compassion et a hoché la tête. Il m'a conduite jusqu'à la voiture, a fermé la porte et a sorti de la boîte à gants une chemise jaune qu'il m'a tendue. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais j'avais peur que ce soit un choc trop rude pour toi. Lis, mais garde ton calme. J'ai ouvert le dossier avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les résultats d'un test ADN et une liasse de photographies prises à la dérobée. Sur l'entête de l'examen, on pouvait lire « Requérant Amaury Lefebvre ». Échantillon un Cyprien de Courcelles. Échantillon 2, Côme de Courcelles. Conclusion, lien de parenté père-fils confirmé. Probabilité à 99%. Un bourdonnement a envahi mes oreilles. Bien que je m'en doutais depuis longtemps en raison des regards furtifs et des gestes trop affectueux entre Cyprien et Ophélie, sa belle-sœur, en avoir la preuve matérielle entre les mains, m'a donné l'impression qu'on m'écrasait le cœur. Amaury a allumé une cigarette, a tiré une bouffée et a dit d'une voix sourde et contenue « Le frère aîné de Cyprien Ambroise travaille au Japon. Il n'est pas rentré en France depuis plus d'1 an. » Pendant tout ce temps, Cyprien et Ophélie se voyaient en cachette. Le petit Côme est le fils de Cyprien. Et le pire, c'est que Gontran et Bérénice savaient tout depuis le début. J'ai scruté les photos. Cyprien emmenant Ophélie et Côme au jardin d'acclimatation pour manger des glaces et même des baisers passionnés échangés dans la voiture avec elle. Les dates sur les clichés prouvaient que ce manège durait depuis les premiers jours de mon mariage. Amaury a continué. Ses parents le savaient, mais ils se sont tus parce que Cyprien est leur petit protégé, et ils étaient terrorisés à l'idée d'un scandale dans leur cercle bourgeois. De plus, Côme est leur unique petit-fils, et de surcroît de la même chair que Cyprien. Alors ils l'ont choyé,
et ont couvert la vérité pour maintenir l'illusion d'une famille unie. Ils t'ont traité comme la bonne de service, utilisant l'argent que tu as apporté dans leur entreprise pour entretenir sa maîtresse et son fils illégitime. J'ai froissé le dossier entre mes doigts. C'était donc ça. La froideur de Cyprien, l'acharnement absurde de Bérénice, le mépris de Gontran. Tout avait une explication logique. Non seulement ils méprisaient mes origines campagnardes, mais ils mettaient tous en scène cette farce de la famille heureuse, profitant de mon immense naïveté. Les 500 000 € que mes parents m'avaient donnés après la vente de leurs vastes terres agricoles dans le Cantal, injectés comme investissement dans leur entreprise. Au bord de la faillite, Cyprien les dépensait allègrement pour entretenir Ophélie et son bâtard. J'ai commencé à rire. Un rire amer sec qui a résonné dans l'espace confiné de l'habitacle. Les larmes ne coulaient plus. À la place, le brasier de la haine s'était allumé en moi. Amaury, merci. Maintenant, ramène-moi chez eux. J'ai des ordures à sortir. Amaury m'a regardé et a acquiescé fermement. Bien sûr, je t'accompagne. Si l'un d'eux ose toucher un seul de tes cheveux, il va découvrir ce que le mot respect veut dire. Le pick-up a démarré en trombe, fendant l'obscurité en direction de la luxueuse villa du Vésinet. Les règles du jeu avaient changé. Désormais, c'était moi qui distribuais les cartes. La voiture d'Amaury s'est arrêtée devant le majestueux portail en fer forgé de la propriété. Les lumières à l'intérieur étaient allumées. J'ai dit à Amaury de m'attendre dans le véhicule. Je voulais jouer le premier acte en solo. Il a hoché la tête, mais a baissé sa vitre, les yeux rivés sur le portail, prêt à bondir à la moindre alerte. J'ai poussé le portillon et je suis entrée. Dans le grand salon, l'ambiance était digne d'une veillée funèbre. Gontran était affalé sur le canapé, son bras plâtré soutenu par une écharpe médicale, le visage tordu de douleur. Bérénice était assise à ses côtés, massant son épaule valide en reniflant bruyamment. Cyprien faisait les 100 pas rongés par une anxiété visible. Quand j'ai franchi le seuil, tous trois ont relevé la tête simultanément. Bérénice a été la première à dégainer. Elle a foncé vers moi, pointant son doigt manucuré, en hurlant. « Tu as encore l'audace de revenir ici. Tu as frappé ton beau-père. Tu lui as brisé le bras. Tu as détruit ma réception et humilié notre famille devant tout Paris. Je vais appeler la police. Je vais te faire jeter en prison pour agression. » Cyprien a pris le relais usant d'un ton paternaliste et cynique. « Apolline, présente tes excuses à mes parents immédiatement. As-tu seulement conscience du scandale que tu as provoqué ? Mes parents allaient appeler notre avocat pour porter plainte contre toi. Si tu as une once d'intelligence, jette-toi à genoux et implore leur pitié. Peut être qu'ils consentiront à te pardonner. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai marché en silence jusqu'à la table basse en verre trempé. J'ai sorti la chemise jaune de mon sac et je l'ai jetée avec fracas sur la surface transparente. Le bruit de l'impact les a fait tressaillir. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. J'ai croisé les jambes, croisé les bras sur ma poitrine et je les ai jaugés avec un mépris insondable. Appelez la police. Allez-y, appelez-les. J'en profiterai pour leur remettre ceci. Je le montrerai aussi à vos charmants voisins de quartier. Et plus important encore, j'enverrai un coursier DHL direct pour le Japon, à l'attention de votre fils aîné. Cyprien a fixé le dossier. Son teint a pris la couleur de la craie. Les mains tremblantes, il l'a ouvert. Dès que ses yeux se sont posés sur les résultats du test ADN, tout le sang a déserté son visage. Ses bras sont tombés le long de son corps et les feuilles ont glissé sur le tapis persan. Gontran et Bérénice, voyant la réaction catatonique de leur fils, se sont précipités sur les documents. Après avoir lu les conclusions, la mâchoire de Bérénice s'est décrochée et ses cris se sont éteints dans sa gorge. Gontran a blêmi à vue d'œil de grosses gouttes de sueur perlant sur son front. Il en a même oublié la douleur lancinante de sa fracture. Un silence de mort s'est installé dans le salon. Le secret le plus crasseux qu'ils avaient si méticuleusement dissimulé pendant des années venait d'être éventé en pleine lumière. « Alors le chat a mangé votre langue ?» ai-je demandé d'une voix calme mais glaciale. Toute la famille unie dans un complot pour me berner.
Le mari qui me trompe avec sa belle-sœur, les beaux-parents, qui couvrent cette mascarade sordide pour choyer leur unique et merveilleux petit-fils. Une famille si respectable. Un véritable parangon de moralité bourgeoise. Bérénice s'est mise à bégayer, tentant désespérément de sauver les meubles. Tu n'oseras pas nous diffamer. Ces examens sont des faux. C'est de la calomnie. Faux ou pas, vous le savez mieux que personne. J'ai abattu ma main sur la table en verre, la faisant vibrer dangereusement. J'ai aussi de superbes archives de photos et de vidéos. Vous voulez que je les diffuse sur votre écran géant? Qu'on regarde ensemble comment votre belle-fille adorée et votre fils cadet s'envoient en l'air sur le siège arrière de sa voiture? Cyprien s'est laissé tomber lourdement sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Apolline, calme-toi, on va discuter. Ne fais pas un scandale. » J'ai ricané avec amertume. « Ah, maintenant tu veux discuter. Il y a 5 minutes, tu m'ordonnais de me mettre à genoux. Écoutez-moi bien. À partir de cette seconde précise, c'est moi qui donne les ordres dans cette maison. N'importe quelle décision grande ou petite devra être validée par moi. Celui qui refusera de se plier à mes règles verra toutes ses preuves expédiées directement à Ambroise, au Japon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fera en découvrant que sa femme l'a cocufié avec son propre frère et lui a pondu un bâtard par-dessus le marché? Vous pensez qu'il continuera à envoyer ses virements mensuels? Pour entretenir cette baraque de luxe, où prendra-t-il le premier vol Air France pour Paris, afin de tous vous égorger? Gontran a frissonné de la tête aux pieds. Sa voix n'était plus qu'un filet misérable. « Apolline, ma fille, ne fais pas de folie. Le linge sale se lave en famille. » Je me suis levée et je les ai toisés de toute ma hauteur, recroquevillée de terreur. Laver le linge sale en famille. Très bien, mais ce sera selon mes propres règles. Le lendemain matin, je me suis levée tôt comme d'habitude, mais pas pour préparer le fastueux petit déjeuner. Je suis sortie sur la terrasse pour faire du yoga et étirer mes muscles. Ensuite, j'ai pris une douche brûlante. J'ai enfilé un élégant tailleur cintré et je me suis maquillée avec soin. En descendant à la cuisine, j'ai aperçu Bérénice en train de lutter pathétiquement pour préparer un simple sachet de coquillettes instantanées. Je suis passée devant elle, comme si elle était transparente, et je me suis dirigée vers le salon où Cyprien était prostré, l'air dépressif. « Donne » ai-je exigé en lui tendant la main. Cyprien m'a regardé avec confusion. « Donnez quoi ?» Le tampon officiel de l'entreprise, les codes bancaires sécurisés et absolument toutes les cartes de crédit que tu as sur toi. Immédiatement, Cyprien s'est insurgé. « Tu as perdu la tête. L'entreprise doit tourner. Comment je vais payer les fournisseurs si tu me prends tout ?» De face, je l'ai fusillé d'un regard plein d'une fureur silencieuse. « Des virements pour les fournisseurs ou des virements pour les sacs de créateurs de ta maîtresse. Tu crois que je ne sais pas qu'hier, tu as claqué 4 500 € pour un nouveau sac Chanel pour Ophélie. Cet argent provient de mon nu. Alite. Injection de capital. C'est le fruit de la sueur de mes parents au fin fond de l'Auvergne. Tu n'as plus le droit d'y toucher, plus jamais. » J'ai sorti mon téléphone feignant de composer un numéro. Finalement, je devrais peu être appelée Ambroise pour prendre de ses nouvelles. « Non, non, attends, je te donne tout !» a paniqué Cyprien. Il a couru dans les escaliers et est redescendu avec le cachet, le boîtier de sécurité bancaire et son portefeuille bourré de cartes Platinium. J'ai tout vérifié minutieusement. J'ai glissé le tout dans mon sac à main, ne lui laissant dans son portefeuille qu'un unique billet de 10 €. À partir d'aujourd'hui, tu reçois 10 € par jour pour prendre le RER A et t'acheter un sandwich jambon-beurre. Si tu as besoin d'autre chose, tu rédigeras une demande formelle par écrit. J'évaluerai si la dépense est justifiée. Je me suis tournée vers Bérénice, qui s'approchait avec son bol de pâtes, le visage crispé de haine, mais n'ayant pas le courage de l'ouvrir. Vous aussi, la carte de crédit secondaire, que je vous avais ouverte sur mon compte personnel, pour vos séances de shopping. Faites-moi le plaisir de me la rendre. Bérénice a voulu protester, mais elle a croisé le regard de Gontran tapi dans son coin, avec son plâtre muet comme une carpe. Folle de rage, elle a sorti la carte de sa poche et l'a jetée sur la table.
Tiens, tu veux nous affamer à mort. Personne ne va mourir de faim, belle maman. Vous avez un garde-manger rempli de boîtes de conserve et de pâtes. J'ai rangé mes trophées dans mon sac en cuir. J'ai fixé Cyprien et je lui ai lancé un ultimatum glacé. Les finances sont une chose, mais il y a un dossier plus urgent. Je te donne 3 jours. Exactement 3 jours pour expulser Ophélie et l'enfant de l'appartement dont tu lui paies le loyer, et pour couper tout contact avec elle. Cyprien s'est mis à bégayer. Mais, Com est mon fils. Il est tout petit. Comment je peux les jeter à la rue? C'est ton problème. Soit ils finissent à la rue, soit toi et tes parents. Choisis. Je ne vais pas nourrir des vipères en mon propre sein, ni subvenir aux besoins du bâtard d'une traîtresse. Dans 3 jours, j'irai vérifier en personne. Si j'aperçois, ne serait-ce que son ombre dans les parages, ne viens pas pleurer sur les conséquences. Après avoir prononcé ces mots, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Amaury m'attendait déjà dans son véhicule pour que nous allions prendre un vrai petit déjeuner parisien. Je n'ai pas jeté un seul coup d'œil en arrière vers cette famille pitoyable. Leur enfer personnel ne faisait que commencer. J'allais leur faire goûter dans leur propre chair, au mépris, à l'humiliation et au sentiment d'impuissance absolue qu'ils m'avaient forcé à avaler pendant 3 ans. Dans la voiture, j'ai ouvert l'application de ma banque. J'ai fait opposition sur toutes leurs cartes et j'ai modifié les mots de passe d'accès au compte joint. La notification de confirmation de la banque m'a arraché un sourire. Dans ce jeu d'échecs, j'avais tous les atouts maîtres en main. Les 3 jours se sont écoulés avec lenteur. Mais pour ma belle famille, ce furent 3 siècles au purgatoire. Je leur avais coupé toutes leurs sources de financement. Sans carte, sans liquide. L'immense réfrigérateur américain à double porte brillait par son vide sidéral, n'abritant que quelques œufs et des briques de soupe en carton. Un matin, je suis descendue en portant des vêtements de sport moulants qui mettaient en valeur mon corps athlétique, dissimulé pendant si longtemps sous des tenues amples et informes. Bérénice se battait avec une serpillière, une corvée que dans sa vie de bourgeoise oisive, elle n'avait jamais eu à effectuer. En la voyant traîner le balai maladroitement inondant d'eau savonneuse le luxueux parquet en point de Hongrie, je n'ai pu retenir un sourire ironique. « S'il vous plaît, séchez bien ce sol. Dans ce coin-là, il y a encore des moutons de poussière. J'ai acheté cette maison avec mes deniers et je ne permettrai pas qu'elle ressemble à une porcherie. » Bérénice s'est figée, me foudroyant du regard. Elle a ouvert la bouche pour m'insulter, mais a serré les lèvres avec force. L'estomac vide et la terreur que je révèle la vérité à son fils au Japon lui avaient enseigné une leçon brutale d'humilité. Elle a baissé la tête et a continué à frotter. Le son du manche de la serpillière heurtant les pieds de la table était une symphonie pour mes oreilles. Dans la cuisine majestueuse, je me suis préparé un café frappé. L'arôme, enivrant des grains fraîchement moulus, a voyagé jusqu'au salon où Gontran a dégluti bruyamment. Il était recroquevillé sur le canapé en cuir, un bras dans le plâtre, sa main valide zappant furieusement sur la télévision. Une action inutile puisque j'avais fait résilier l'abonnement Canal+ et couper la box Internet. « Beau papa désire un petit café ?» ai-je demandé avec une sympathie dégoulinante de fausseté. Il a détourné le visage marmonnant des injures. Je savais qu'il souffrait d'un manque féroce de nicotine et de caféine. Comme je lui avais confisqué tout son argent et jeté toutes ses cartouches de cigarettes à la poubelle pour un fumeur invétéré, comme lui, c'était une torture bien pire que la fracture de son cubitus. Cyprien est descendu par l'escalier monumental. Il n'était pas rasé, avait des cernes creusées et l'air d'un chien battu. Il m'a regardé avec des yeux suppliants. « Apolline, tu peux me donner de l'argent pour l'essence. Le réservoir est sur la réserve. Et aujourd'hui, j'ai un déjeuner crucial avec un client. » J'ai pris une gorgée de mon café glacé et j'ai répondu avec indifférence. « Prends le RER A jusqu'à la Défense ou vas-y en bus. Je t'ai laissé 10 € dans ton portefeuille il y a 2 jours. Tu as déjà tout flambé. Comment peux-tu gaspiller l'argent de la sorte ?» Le visage de Cyprien s'est décomposé. 10 €, ça ne sert à rien. Je dois payer l'addition au restaurant pour le client. Ne sois pas comme ça. J'ai claqué ma tasse sur le plan de travail en granit. C'est exactement comme ça que j'ai vécu pendant 3 ans,
à compter les pièces jaunes que vous me jetiez à la figure. M'en suis-je jamais plainte? Tu dilapidais l'argent de mon investissement pour payer des sacs de luxe et des dîners aux Fouquets à ta maîtresse. Là, tu ne trouvais pas que c'était exagéré, n'est-ce pas? Tu veux de l'argent? Va travailler? Ou alors demande à ta chère belle-sœur de revendre son sac Chanel sur Vinted. Cyprien s'est tu. Il savait que je ne bluffais pas. Il a tourné les talons rouges de fureur et a marché vers le portail avec une allure misérable pour aller attraper le bus de banlieue. Je lui ai crié depuis le pas de la porte. Et n'oublie pas de rentrer tôt pour préparer le dîner. Moi, je vais passer l'après-midi dans un spa au Ritz avec mes amis. Je ne mangerai pas à la maison. J'ai attrapé les clés de la Mercedes, une voiture que jusqu'à présent eux seuls avaient le droit d'utiliser, et j'ai démarré en trombe, laissant derrière moi cette demeure imposante de l'extérieur, mais totalement pourrie de l'intérieur. Cet après-midi-là, je me suis offert un soin complet dans le meilleur spa de Paris. En me relaxant au son d'une musique zen et enveloppée par les arômes des huiles essentielles, je me suis sentie renaître. Je m'étais tellement négligée ces dernières années. En me regardant dans l'immense miroir, j'ai vu que ma peau retrouvait son éclat naturel et que mes yeux ne portaient plus le fardeau de la tristesse. Je suis rentrée à la maison en fin de journée et je suis tombée sur une scène d'une tristesse absolue. Sur la somptueuse table de salle à manger, il n'y avait qu'un plat de légumes bouillis et de la salade verte. Bérénice et Gontran mangeaient dans un silence funèbre. Quand je suis entrée, Bérénice a lâché sa fourchette et a couru vers moi. « Regarde comment tu nous tortures. Ça fait des jours qu'on ne mange que des légumes bouillis à l'eau. Tu n'as pas laissé un centime pour les courses. Tu veux nous tuer. » J'ai haussé les épaules. J'ai laissé des œufs dans le frigo. Belle-maman ne sait pas cuire un œuf au plat. Ou avez-vous tellement pris l'habitude de vivre sur le dos des autres que vous en avez oublié comment survivre? Et puis, les légumes, c'est excellent pour la santé. Vous avez tous les deux un cholestérol qui crève le plafond. Une petite diète spartiate ne peut que vous faire le plus grand bien. Je suis allée directement dans ma chambre, ignorant leurs lamentations. J'ai verrouillé la porte de la suite parentale, dont j'avais expulsé Cyprien, l'obligeant à dormir sur le canapé du salon. Je me suis jetée sur le lit king size et j'ai allumé la climatisation. Demain était la date butoir. J'ai souri dans la pénombre. J'avais hâte de voir comment la mascarade de la famille parfaite allait exploser en plein vol. Le 3e jour, la tension dans l'air était palpable. J'étais assise dans le salon feuilletant une édition de Vogue, mais l'oreille à l'affût du moindre bruit. Cyprien tournait en rond, transpirant à grosses gouttes, regardant sa montre Rolex toutes les minutes, malgré la climatisation réglée au maximum. À 10 heures du matin précise, l'interphone du portail a retenti. Cyprien a fait un bond sur place, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Bérénice est sortie en courant de la cuisine, me jetant un regard terrifié avant d'aller ouvrir la porte d'entrée principale. Peu après, on a entendu le clic-clac sonore de talons aiguilles sur les pavés de l'allée. Ophélie a fait son entrée, traînant le petit Côme par la main. Elle portait une robe en soie rouge criarde griffée d'un célèbre designer, le fameux sac Chanel, flambant neuf pendu à son bras et un collier de diamants étincelant à son cou. Elle avançait comme une reine pénétrant dans son palais, jurant violemment, avec l'allure clochardisée de la famille de Cyprien. « Bonjour, chers beaux-parents. J'ai amené votre petit-fils pour vous rendre visite. J'ai appris que beau-papa Gontran a eu un petit accident. J'étais tellement inquiète, il fallait que je vienne le voir immédiatement. Sa voix sucrée a inondé la pièce. Elle a ostensiblement ignoré ma présence. En voyant Bérénice, le petit Côme a tenté de se jeter dans ses bras. « Mamie, je veux du poulet rôti avec des frites. Maman dit que celui de mamie est le meilleur du monde. » Bérénice a étreint son petit-fils de manière rigide, presque robotique. Son visage était déformé par la panique absolue, m'observant du coin de l'œil. Elle n'a pas eu le courage de le couvrir de baisers comme à son habitude, marmonnant des paroles incompréhensibles pour faire diversion. Ophélie a alors fait semblant de me remarquer. Elle m'a lancé un regard mêlant provocation et supériorité éclatante. « Oh, ma belle-sœur, et dans les parages, je pensais qu'à cette heure-ci, tu serais en train de récurer le carrelage de la cuisine. Comment trouves-tu le temps de te la couler,
douce à lire des magazines. Ton beau-père est blessé, et toi, au lieu de prendre soin de lui, tu restes planté là, à ne rien faire. J'ai baissé lentement mon magazine, et je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle portait une couche épaisse de fond de teint, mais cela ne parvenait pas à masquer son arrogance innée. Elle pensait encore que j'étais la même Apolline, soumise et naïve. Cyprien était à côté d'elle blanc, comme un linge, lui faisant des signes frénétiques avec les mains pour qu'elle déguerpisse sur le champ. Mais Ophélie feignait de ne rien comprendre, bien trop sûre de sa position intouchable de mère de l'unique héritier de la dynastie. « Qu'est-ce que tu as, Cyprien ? Tu as une poussière dans l'œil » a-t-elle demandé d'un ton insinuant à son beau-frère et amant, avant de s'adresser à nouveau à ses beaux-parents. « Aujourd'hui, je vous laisse calme pour la journée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bon repas de famille traditionnel. » J'ai refermé brutalement le vogue et je l'ai claqué sur la table. Le claquement sec a fait sursauter Ophélie. Je me suis levée, j'ai lissé mon pantalon de tailleur et j'ai souri. Mais mes yeux étaient des poignards de glace. Notre illustre belle-sœur vient nous honorer de sa visite. Comment pourrais-je ne pas la recevoir comme elle le mérite? Tu veux rester pour le déjeuner? Excellent, je vais te préparer un plat que tu n'oublieras pas de sitôt. Ophélie a froncé les sourcils, sentant vaguement le danger. Qu'est-ce que tu manigances? Je suis l'invité. Tu devrais avoir des manières et de l'éducation. Quelle vulgarité! J'ai éclaté d'un rire glacial. Quelle vulgarité! On va voir tout de suite qui est l'effronté vulgaire qui vole le mari des autres et qui a encore le toupet de venir donner des leçons de morale. Cyprien s'est interposé entre nous, tentant de faire bouclier. « Apolline, s'il te plaît, calme-toi. Discutons entre adultes civilisés. Ophélie, prends le petit et va-t'en, je t'en supplie. » Ophélie l'a repoussé. « Mais pourquoi as-tu si peur de cette bouseuse? Je n'irai nulle part. Cette maison appartient à ta famille, et mon fils est votre sang. Pourquoi devrais-je fuir devant elle? » J'observais la scène avec une délectation sadique. Le drame atteignait son paroxysme. Je me suis approché d'Ophélie à pas lents et calculés, émanant une domination totale sur l'espace de la pièce. « Tu as raison, Ophélie. Il fut un temps où je croyais aussi que cette maison appartenait à la famille de mon mari. Mais le décor a changé. Tu veux rester déjeuner. Très bien. Ton plat de résistance va être servi. » D'un mouvement rapide comme l'éclair, je lui ai arraché le sac Chanel des mains. Elle a poussé un cri strident, stupéfaite. « Mais qu'est-ce que tu fais, grande malade? Rends-moi mon sac. Il m'a coûté une fortune. » Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert le sac et je l'ai retourné, déversant tout son contenu sur la grande table en verre. Des rouges à lèvres de grande marquent un iPhone dernier cri. Son portefeuille de créateur. J'ai saisi le portefeuille et j'en ai extirpé une liasse de tickets de caisse. Sa manie de petite bourgeoise parvenue qui consistait à collectionner les reçus des boutiques de luxe pour s'en vanter, ensuite venait de sceller son propre destin. J'ai pris le reçu du sac et je l'ai lu à voix haute en articulant bien chaque syllabe. Date 15 mai. Boutique Chanel Avenue, Montaigne, Paris. Paiement par carte Visa Platinum. Finissant par 8899. Titulaire de la carte Cyprien de Courcelles. Montant total 4500 euros. J'ai planté mon regard dans celui de Cyprien et je lui ai jeté le ticket de caisse au visage. Explique-moi un peu. Ton entreprise traverse prétendument une crise financière mortelle. Tu coupes dans les salaires de tes propres employés et ensuite, tu utilises la carte de la boîte pour acheter des cadeaux de luxe à ta belle-sœur. Est-ce que Madame la belle-sœur a apporté une contribution stratégique, fondamentale au développement de la société? Le visage d'Ophélie a perdu toute couleur. C'est Cyprien qui m'a demandé d'aller acheter un cadeau pour la femme d'un client très important. Un cadeau pour la femme d'un client que tu as eu l'impudence d'amener accroché à ton propre bras. Dans ma maison, ai-je coupé, balayant son excuse. Pathétique. Et ce n'est pas tout. J'ai saisi la télécommande et j'ai allumé l'immense Smart TV de 65 pouces du salon. D'une seule pression sur l'écran de mon téléphone, la vidéo haute définition qu'Amaury m'avait fournie
a commencé à être diffusée sur la télévision. À l'écran apparaissaient Cyprien et Ophélie entrelacés et à moitié dévêtus sur les sièges arrière d'une berline. Les chuchotements mielleux, les gémissements, les caresses et leurs promesses répugnantes ont résonné au volume maximum dans le silence du salon. Voix de Cyprien à l'écran. « Calme-toi, mon amour. Ma femme est une gourde finie. Elle ne se doute de rien. Laisse-la continuer à récurer et à bosser comme un âne. L'argent qu'elle fait rentrer passe directement sur le compte épargne de notre côme. Je ne la supporte plus. Dès que j'aurai pressé tout le fric de son côté, je la fous à la porte avec une main devant et une main derrière, et je vous installe avec moi dans la grande villa. » Le salon a plongé dans un mutisme macabre. Gontran a fermé les yeux avec force. Bérénice a plaqué ses 2 mains sur sa bouche horrifiée. Ophélie semblait avoir été transformée en statue de sel livide et tremblant de tous ses membres. Le petit Côme regardait l'écran, puis sa mère, et a commencé à pleurer à chaudes larmes effrayées par l'atmosphère. J'ai éteint la télévision et j'ai affronté Ophélie. Et maintenant, tu vas continuer ton petit théâtre. Quel magnifique roman de gare entre la belle-sœur et le beau-frère. Vous couchez ensemble. Vous faites un gosse dans le dos de tout le monde. Et vous planifiez main dans la main de me saigner, jusqu'au dernier centime. Vous pensiez vraiment que j'allais servir de vache à lait pour l'éternité? Ophélie s'est laissée glisser jusqu'au sol, perdant toute trace de l'attitude altière qu'elle affichait en entrant. Elle s'est agrippée aux jambes de Cyprien. Cyprien dit quelque chose. Tu m'avais juré que tu maîtrisais la situation. Tu m'avais dit qu'Apolline était complètement conne et qu'elle ne découvrirait jamais rien. Cyprien l'a repoussée d'un geste d'une violence extrême. Ferme ta gueule, espèce de taré. C'est toi qui es venu foutre ton scandale ici. Je me suis tuée à te dire de dégager. J'ai observé cette scène nauséabonde avec le plus grand des mépris. Quand l'argent coulait à flots, ils se croyaient les maîtres du monde. À présent, pris la main dans le sac, ils s'entre-déchiraient, comme des chiens enragés. Je me suis approchée d'Ophélie et je lui ai relevé le menton du bout des doigts. Maintenant, tu as peur. Est-ce que tu as ressenti la moindre peur quand tu t'es glissée dans le lit de mon mari et quand tu paradais avec le sac acheté avec mon argent sur les champs, Élysée? Il est un peu tard pour trembler. Ophélie pleurait de façon convulsive. Son mascara coulait le long de ses joues, formant des ruisseaux noirs. Apolline, je t'en supplie, pardonne-moi, ne dis rien à mon mari. Ambroise me tuera s'il l'apprend. Je l'ai repoussé en arrière. Pardonner. Mon dictionnaire ne contient pas ce mot pour les traîtres. Je me suis tournée vers mes beaux-parents et j'ai prononcé la sentence. Vous avez 2 options. Soit vous la jetez dehors avec l'enfant sur le champ, soit je prends cette vidéo, je l'envoie à Ambroise à Tokyo et je la balance sur Facebook et Instagram pour que tout le gratin du 16e arrondissement et du Vésinet admire la moralité de votre très respectable famille. Bourgeoise. La simple mention du fils aîné a fait basculer Bérénice dans une panique aveugle. Elle savait qu'Ambroise avait un tempérament explosif et impitoyable. S'il découvrait la vérité, ce serait un bain de sang dans la famille. Dans un élan d'instinct de survie irrationnel, elle s'est jetée sur Ophélie, l'agrippant par les cheveux en hurlant. « Espèce de traînée, tu as détruit ma famille fou le camp de chez moi, immédiatement. » Ophélie a poussé un glapissement de douleur. Bérénice, qui en réalité n'avait jamais porté sa belle-fille cadette dans son cœur et ne la tolérait que pour étouffer le scandale du petit-fils, se voyait maintenant menacée de ruine. Elle lui rejetait l'entièreté de la faute. « Lâchez-moi, lâchez mes cheveux !» hurlait Ophélie. « Ne m'appelle plus jamais belle maman sale prostituée !» beuglait Bérénice. Je suis restée les bras croisés, observant cette bataille rangée. Il y a quelques minutes à peine, elles étaient des complices ligués contre moi. Maintenant, elles essayaient de s'écorcher vives. Cyprien restait impassible, trop lâche pour intervenir terrorisé par mes réactions et par la perspective de perdre sa fortune. J'ai hurlé avec une voix de commandement militaire. « Ça suffit, ne salissez pas mon parquet. » Bérénice a lâché Ophélie, qui est retombée lourdement décoiffée, les vêtements froissés et le visage ravagé par les larmes. J'ai pointé le doigt vers la lourde porte d'entrée. «
ramasse tes affaires et disparaît. Ne remets plus jamais un pied sur cette propriété et embarque le gamin avec toi. » En entendant qu'elle allait devoir se séparer de son petit-fils, chérie Bérénice a fait un pas en avant, poussée par un instinct possessif. « Apolline, jette-la, elle, mais Côme est mon petit-fils. Laisse l'enfant rester avec nous. Il n'y est pour rien. Je l'ai fixé avec le froid de la banquise dans les yeux. Vous aimez tant votre petit-fils. Très bien. Alors Madame Bérénice peut faire ses valises tout de suite et aller vivre avec lui sous un pont du périphérique. Cette maison est à moi. Je n'ai pas la moindre obligation légale ou morale d'élever et d'entretenir le bâtard que mon mari a eu avec une autre femme. Vous avez 10 secondes pour choisir. Le petit-fils ou le luxe de cette villa. » Bérénice est restée muette. Elle a regardé le petit garçon en pleurs, puis a promené son regard sur le somptueux salon. Les tableaux de maître, les lustres en cristal, le confort opulent. L'avarice et le matérialisme ont écrasé en une fraction de seconde la moindre once d'amour maternel ou grand-maternel qu'elle pouvait abriter. Elle a reculé, lâchant la main de Côme. Se voyant abandonnée et sacrifiée sur l'autel de l'argent, Ophélie a perdu tout espoir. Elle s'est relevée, a tiré violemment son fils par le bras, s'est tournée vers moi et a craché ces mots. « Retiens bien ce que je vais te dire. Je jure sur ma vie que je ne te laisserai jamais en paix. » J'ai souri avec une placidité déconcertante. « Je t'attends de pied ferme. Mais d'abord, concentre-toi sur la façon dont tu vas expliquer tout ça à ton mari quand il atterrira de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. » J'ai saisi ses affaires éparpillées, je les ai balancées sur le perron et je l'ai poussé dehors. « Dehors, Ophélie. » Grinçant des dents, elle a tiré l'enfant et est partie en courant vers le lourd portail en fer forgé. Celui-ci s'est refermé dans un fracas métallique lugubre clôturant ce chapitre écœurant. Je me suis retournée et j'ai fait face aux 3 pantins pathétiques qui restaient. Les ordures de l'extérieur ont été balayées. Passons maintenant aux affaires internes de la maison. J'ai posé sur la table la requête de divorce par consentement mutuel et la proposition de partage des biens que mon avocat d'affaires avait soigneusement rédigée. J'ai poussé les feuillets en direction de Cyprien. « Signe !» Cyprien s'est emparé des documents, mais ses mains tremblaient frénétiquement. Ses yeux sont presque sortis de leurs orbites en lisant les conditions exigées. « Quoi ? Tu exiges 80% du patrimoine du couple. Tu es devenue folle à lier. Tu veux me ruiner. Je ne signerai jamais cette connerie. » Du calme. J'ai pris une gorgée de mon café frappé. « Lis, avec attention. Mon investissement initial dans ta boîte de guignol était de 500 000 €. À cela s'ajoutent les intérêts que cet argent aurait générés. Ensuite, nous avons les dommages et intérêts pour préjudice moral. Et bien évidemment, le remboursement intégral des détournements de fonds que tu as opérés sur les comptes de l'entreprise pour entretenir ta maîtresse et ta deuxième famille clandestine, 80%. C'est moi, dans un grand jour de bonté. Je te laisse 20% pour que tu puisses solder tes dettes personnelles et te louer un studio miteux en grande banlieue. » Non jamais, Cyprien a voulu déchirer le document. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets. On ira devant le juge aux affaires familiales. Il ordonnera que tout soit divisé à 50/50. J'ai regardé le papier froissé. J'ai pris mon smartphone avec une lenteur calculée. Très bien, tu préfères la voie contentieuse. Allons au tribunal. Mais avant de prendre rendez-vous, laisse-moi passer un petit coup de fil à Ambroise. J'ai entendu dire qu'il devait passer à Paris prochainement. En entendant résonner à nouveau la menace du frère aîné fantôme, Cyprien a perdu la maigre couleur qu'il venait de retrouver. Ambroise était la terreur absolue de cette famille. S'il apprenait la trahison, il le tuerait de ses propres mains, lui, et Ophélie sans la moindre hésitation. Mon pouce a plané au-dessus de l'icône verte d'appel. La tonalité de composition a commencé à retentir depuis le haut-parleur dans tout le salon. « Coupe ça, raccroche immédiatement !» a hurlé Cyprien, les larmes aux yeux. « Je signe toutes les merdes que tu veux, mais n'appelle pas Ambroise. » J'ai souri intérieurement et j'ai annulé l'appel. « Erreur de frappe », ai-je dit d'un ton détaché.
J'ai sorti de l'enveloppe la deuxième copie intacte de l'accord et je l'ai placée devant lui avec un stylo Montblanc. Signe. Et garde bien à l'esprit qu'il s'agit d'un accord extrajudiciaire volontaire. Si tu as la brillante idée de le contester devant le notaire ou le juge, le petit bouton vert d'appel restera toujours à portée de mon doigt. Cyprien a empoigné le stylo à billes. Sa main tremblait tellement qu'il arrivait à peine à tracer une ligne droite. Il a lancé un regard rempli d'un désespoir infini à ses parents, mais Gontran et Bérénice ont détourné la tête. Ils savaient que préserver leur propre sécurité et éviter l'effondrement sanglant de leur dynastie était bien plus vital que de sauver le portefeuille de leur fils. Grinçant des dents à s'en briser la mâchoire, Cyprien a paraphé et signé le document sur chaque page. « Tu es satisfaite ?» a-t-il demandé vaincu, le visage enfoui dans ses bras sur la table. J'ai vérifié les signatures méticuleusement et j'ai rangé le précieux dossier dans mon sac. Satisfaite, loin de là. J'ai simplement récupéré ce qui m'appartient légitimement. Pour la douleur que vous m'avez infligée, il n'y a pas assez d'argent sur cette terre pour payer la dette. J'ai croisé les bras et j'ai décrété d'une voix de maréchal. Je vous donne exactement 1 heure pour empaqueter vos effets personnels. Et attention, uniquement vos sous-vêtements, quelques vieux costumes, robes et chaussures sans grande valeur. Les meubles anciens, les bijoux de famille, les œuvres d'art, la Mercedes, les ordinateurs, les écrans plasma. Tout reste ici. Absolument tout est à moi, comme le stipule le contrat que tu viens de signer. Dans 60 minutes, je fermerai la porte à double tour et je ferai changer les serrures. Ceux qui ne seront pas de l'autre côté du portail seront traités comme des intrus en flagrant délit de violation de domicile. Et je vous garantis que vous sortirez d'ici avec des bracelets en acier escortés par la police nationale. Je me suis retournée et j'ai quitté la pièce, laissant derrière moi 3 âmes intégralement broyées. Cette demeure allait nécessiter une purification spirituelle profonde, mais j'étais enfin prête à entamer ma nouvelle vie sur les ruines fumantes de ce mariage macabre. Exactement 1 heure plus tard, une camionnette de déménagement s'est garée devant la propriété et une équipe de costauds engagée par mes soins a déchargé une pile de grands sacs en raffia à carreaux, bon marché, le genre Comtal, utilise sur les marchés aux puces dans le hall de la maison. Je suis restée dans le couloir pour superviser les opérations. Montez dans les chambres à l'étage. Remplissez ces sacs avec les vêtements et les chaussures de ces personnes. Je répète uniquement les objets personnels banals. Les montres de luxe, les coffrets à bijoux, la décoration. Tout ce qui a de la valeur reste sur place. Si l'un d'eux tente de glisser quoi que ce soit dans ses poches, vous m'en informez sur le champ. Les déménageurs sont montés comme une tempête. Bérénice, dans un acte désespéré de cupidité pure, a tenté de dissimuler un vase en cristal de baccarat dans son manteau. Je suis arrivée et je le lui ai arraché des mains, sans ménagement. Reposez ça exactement où c'était. Nous venons de convenir que le contenu de la propriété m'appartient. Vous pouvez prendre vos haillons et pas grand-chose d'autre. C'était un cadeau de ma meilleure amie, tu es une voleuse, a-t-elle hurlé indignée. Un cadeau qui a été offert lors d'une réception fastueuse, payée intégralement avec mon argent. C'est donc ma propriété. Si vous voulez un vase, vous irez chez Ikea. Maintenant, dégagez de mon chemin. L'un des hommes a attrapé brutalement une pile de ses robes en soie hors de prix et les a tassées de force dans le sac en plastique minable. Bérénice regardait en état de choc catatonique sa garde-robe de créateur, traitée comme de vieux chiffons de nettoyage. Pendant ce temps, Cyprien était dans le bureau, un tournevis à la main, essayant fiévreusement de démonter le disque dur de son ordinateur haut de gamme. J'ai poussé la porte vitrée. Lâche ça. Les données, les plans d'affaires et le matériel sont la propriété exclusive de l'entreprise. Et tu n'es plus le patron de l'entreprise. Tu veux aller faire un séjour direct à la prison de la santé pour vol de propriété intellectuelle et destruction de preuves judiciaires. Marmonnant des flots de haine, Cyprien a jeté le tournevis au sol. Dans une précipitation humiliante, il a entassé une demi-douzaine de costumes dans un vieux sac de sport qu'il avait déniché au fond d'un placard. 15 minutes plus tard, les 3 anciens rois du pétrole se trouvaient sur le trottoir pavé de la rue, à l'extérieur du grand portail. L'humiliation était absolue.
Toute leur vie de snobs et leur prétendue fortune étaient maintenant réduites à 5 ou 6 sacs de raffia vulgaires jetés sur le bas-côté. Gontran respirait avec difficulté son bras, le faisant souffrir atrocement, les yeux fixés sur la maison de ses rêves qui venait de lui glisser entre les doigts. « Tu es un monstre. Le karma te rattrapera, Apolline, a-t-il craché. Le karma, c'est moi, et il se tient juste devant vous, ai-je répondu sèchement. Je ne fais que vous rendre au centuple ce que vous m'avez fait endurer pendant 3 années d'enfer. J'ai fait un signe aux agents de la sécurité privée du quartier chic. 2 hommes en uniforme imposant se sont approchés pour escorter gentiment mais fermement la famille, loin des murs de ma propriété. Aux fenêtres environnantes, on voyait les voisins richissimes du Vésinet espionner derrière leurs lourds rideaux en velours chuchotant, avec délice, devant le spectacle pitoyable de la famille jadis si orgueilleuse, obligée de traîner des sacs poubelles sur le dos en direction de l'arrêt de bus le plus proche. J'ai tiré les lourds battants en fer du portail et ils se sont verrouillés avec un claquement définitif. C'était terminé. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai décroché. « Apolline, sauve mon père, il va mourir. » La voix de Cyprien était stridente au bord de l'hystérie. Tout en finissant de peindre mes ongles d'un sublime rouge passion, j'ai répondu d'un ton badin. « Quel père le mien, pète la forme et s'occupe à merveille de son potager dans le Cantal. Tu as dû te tromper de numéro. Apolline Gontran, mon père. Il a fait un AVC sévère. Il est aux urgences de l'hôpital américain de Neuilly. Il a besoin d'une chirurgie immédiate. Et cet hôpital privé exige une caution astronomique de 10 000 € avant. De le monter au bloc opératoire. Je n'ai plus un rond pour le payer. Par tout ce qui t'est sacré, je t'en supplie, aide-nous. » J'ai souri avec une malice sombre. D'accord, en souvenir du bon vieux temps, je vais faire un saut. Mais l'argent dépendra exclusivement de votre comportement. J'ai enfilé un élégant tailleur pantalon noir d'une coupe impeccable et j'ai conduit ma Mercedes jusqu'à la clinique privée. En arrivant dans la zone des urgences, j'ai aperçu Cyprien assis par terre adossé au mur, affichant une barbe de plusieurs jours et des vêtements froissés qui puaient la sueur. À ses côtés, Bérénice, les yeux boursouflés d'avoir pleuré, se rongeait les ongles jusqu'aux 100 prises de tics anxieux. En me voyant entrer, Cyprien s'est littéralement jeté à mes pieds. « Apolline, tu es venue. Le chirurgien dit qu'on doit faire un virement de 10 000 € tout de suite. Prête-les-moi. Je te jure sur ma vie que je travaillerai comme un chien pour te rembourser jusqu'au dernier. » Centime, je l'ai jaugé de la tête aux pieds, avec un dégoût palpable. « Te prêter? Et avec quelle garantie vas-tu me rembourser? Tu n'as plus de maison, plus d'entreprise, plus de patrimoine. Tu n'as que des dettes colossales envers l'URSSAF et les impôts. » Ah, attends une minute. J'ai porté une main à mon front de façon dramatique. Comment ai-je pu oublier? Tu as bien ce petit compte bancaire secret, n'est-ce pas? Le sang a quitté les veines de Cyprien en un instant. Son visage s'est décomposé, frappé par une terreur absolue. Quel compte? Celui que tu as ouvert dans une banque d'investissement offshore au nom de ton ami comptable bidon pour blanchir les fonds occultes de notre entreprise et frauder le fisc français. Tu y as planqué un bon petit million d'euros, n'est-ce pas? Cette somme devrait largement suffire à soigner toute ta famille dans les meilleures cliniques de Suisse. Pendant 1 millième de seconde, les yeux de Cyprien ont brillé d'une lueur d'espoir désespéré, réalisant qu'il avait encore cet atout caché. Mais j'ai écrasé cette lueur la seconde suivante. Malheureusement, j'ai d'autres nouvelles pour toi, mon cher Cyprien. Ce compte est à 0. Ta très chère et tendre Ophélie, à qui tu avais eu la bêtise incommensurable de confier les mots de passe, et les tokens a siphonné l'intégralité du compte à la minute exacte où je l'ai jeté dehors de la maison. Elle a pris le petit côme sous le bras et s'est envolée par le premier vol Émirate en direction de Dubaï. À l'heure qu'il est, elle doit être allongée sur le transat d'une plage artificielle à siroter un cocktail en se gaussant de votre incommensurable stupidité collective. La révélation est tombée sur Cyprien comme le couperet d'une guillotine. Il s'est figé pétrifié. 1 million d'euros.
sa dernière et unique bouée de sauvetage, volatilisée. La maîtresse avec qui il partageait sa double vie avait fui avec son magot. Bérénice n'a pas supporté la violence du choc. Elle a émis un son étouffé, ses yeux se sont révulsés et elle s'est évanouie, s'étalant de tout son long sur le carrelage aseptisé du couloir de l'hôpital. Cyprien s'est effondré, secoué de sanglots convulsifs, se cognant littéralement la tête contre le sol brillant, hurlant d'une agonie primitive. La trahison de la belle Ophélie le brisait et le déchiquetait de l'intérieur, bien plus encore que la perte de sa propre dignité d'homme. J'ai observé cette scène dantesque, avec la froideur d'un chirurgien. C'était le prix exorbitant qu'ils devaient payer pour leur bêtise cosmique, leur avidité crasse et leur trahison. Je n'ai pas toute la nuit à perdre devant votre petite tragédie grecque, ai-je lâché. Vous voulez que j'avance les 10 000 € pour sauver le vieux, ou vous préférez continuer à pleurer sur le lait renversé pendant qu'il claque? Cyprien a rampé jusqu'à moi et a posé son front contre le cuir de mes escarpins à talons hauts. Je t'en supplie, sauve-le. Je sais que j'ai été une ordure finie, un minable, mais mon père n'est pas responsable de ce qu'Ophélie m'a fait. Bérénice, qui reprenait péniblement ses esprits, s'est traînée à son tour et s'est mise à genoux en pleurnichant. J'ai 3 conditions, ai-je annoncé le visage impassible. La première, une lettre d'excuse formelle et publique d'une humiliation totale, payée et signée par toi, qui sera publiée dans Le Figaro et Le Monde lors de 3 éditions consécutives. La deuxième, une déclaration devant notaire valant reconnaissance de dette d'1 million € attestant que tu m'as détourné cette somme. Ton futur salaire de misère sera saisi par huissier de justice jusqu'à ce que tu sois un vieillard sénile. Et la troisième, dès que Gontran sortira de l'hôpital, vous prenez tous les 3 un quart pour dégager loin de la région Île-de-France, et jamais plus de votre misérable existence, vous n'oserez croiser mon chemin. Ils ont hoché la tête furieusement à chaque condition, sans même prendre la peine de réfléchir, pleurant de soumission totale et de désespoir. J'ai ouvert mon sac à main, j'en ai sorti une liasse de 10 000 € en billets neufs que j'avais retirés exprès pour l'occasion, et je l'ai jeté avec un profond dédain sur le sol aux pieds de Cyprien. C'est la toute dernière aumône que vous recevrez de ma part. À partir d'aujourd'hui, nous sommes officiellement des étrangers de la pire espèce. J'ai fait demi-tour, et j'ai remonté le couloir de la clinique sans jeter un seul regard en arrière. En franchissant les portes automatiques, j'ai senti une immense brise de liberté m'envahir. Le fardeau gigantesque de cette famille toxique s'était définitivement détaché de mes épaules. Dès le lendemain, j'ai conduit directement jusqu'à l'INSEP, le pôle d'entraînement de haut niveau au cœur du bois de Vincennes. Quand j'ai poussé la double porte du grand gymnase d'arts martiaux, j'ai trouvé mon ancien entraîneur Armand. Il a fixé ma silhouette familière. Ses yeux se sont embués de larmes et un sourire immense a illuminé son visage buriné. « Tu es enfin de retour, Apolline. Oui, maître Armand, je veux récupérer ma vie. Tout ce à quoi j'ai renoncé pour ces parasites. Es-tu prête à remonter sur le ring? Je le suis, Armand. Mon seul objectif maintenant, c'est l'or au championnat du monde. » Les mois qui ont suivi ont été un authentique camp de torture. Je m'entraînais comme une possédée par le diable, 12 heures par jour. Réveil à l'aube dans le froid parisien, sueur à profusion, larmes bandages enroulés autour des poignets jointures, des doigts en sang, hématomes noirs, marbrant mon corps. À chaque fois que je tombais d'épuisement sur le tapis, le simple souvenir du bouillon à l'oignon brûlant et de l'humiliation publique à l'hôtel me faisait bondir sur mes pieds et frapper le sac de frappe avec la puissance d'un ouragan. 3 mois plus tard, le championnat de France de boxe thaïlandaise se tenait à l'Accor Arena de Bercy. Je suis monté sur le ring, vibrant sous l'électricité de la foule hurlante. En finale, j'ai affronté une adversaire de 20 ans, plus jeune que moi, une force de la nature redoutable. Mais ma fureur vengeresse était inépuisable. Au 3e round, je l'ai foudroyé d'un coup de pied circulaire, retourné d'une précision chirurgicale à la tête. J'étais de retour. Le ticket d'or pour représenter la France au championnat du monde était à moi. Parallèlement à ma renaissance sportive, j'ai totalement restructuré l'entreprise laissée en lambeaux par Cyprien. Je l'ai rebaptisée Groupe Apolline. Ma première décision en tant que PDG a été de licencier
pour faute lourde tous les sangsues et incapables de la famille de Cyprien, qui y pompaient des salaires astronomiques pour ne strictement rien faire de leur journée. Un matin d'hiver, ma secrétaire m'a informé par l'interphone qu'une femme en larmes suppliait de me voir à l'accueil. C'était Ophélie. Son apparence était pitoyable, vêtements crasseux et usés, cheveux gras et ébouriffés, traînant toujours le petit côme dans son sillage. Sans la carte bancaire infinie de Cyprien à Dubaï, elle avait rapidement frayé avec des investisseurs crapuleux qui l'avaient littéralement dépouillée, confisquant le peu de biens qui lui restaient et la renvoyant en France par un vol de déportation pour séjour illégal. Elle venait ramper pour implorer ma pitié et me demander de l'argent pour nourrir l'enfant. « Mon argent ne sert qu'à nourrir mes lévriers et mes chats de race », ai-je répondu sèchement. J'ai griffonné une adresse sur un post-it que je lui ai jeté par-dessus le bureau. Tiens, c'est l'adresse d'un pavillon moisi, rempli de moisissures, dans un trou perdu de la banlieue lointaine que Cyprien a réussi à louer après avoir sombré dans la misère totale. Prends ton gosse et va vivre des aides sociales avec le reste de la troupe de cirque. J'ai fait un signe de tête à l'équipe de sécurité du gratte-ciel pour la faire évacuer manu militari par l'escalier de service. J'avais ainsi balayé le tout dernier déchet de ma sphère personnelle. Quelques semaines plus tard, ce fut le frère aîné Ambroise qui fit son entrée dans mon bureau avec une discrétion toute japonaise. Il était revenu définitivement de Tokyo, totalement anéanti par les révélations sur la trahison obscène de sa femme avec son propre frère et le résultat du test de paternité accablant. « Je suis venu personnellement te présenter mes excuses pour toutes les calamités et les horreurs que ma propre famille t'a infligées, Apolline, » m'a-t-il dit, la voix empreinte d'une profonde contrition. Il ne venait pas les mains vides. Il apportait un plan d'affaires. Fort d'un réseau de contacts de distribution en béton armé en Asie, il proposait un partenariat d'exportation avec mon groupe, espérant toucher une commission honnête pour reconstruire sa vie en France de manière digne et propre. La proposition commerciale d'Ambroise était méticuleuse, professionnelle et d'une transparence absolue. Je l'ai analysée avec mes avocats et j'ai accepté le deal. Il était la preuve vivante que même au milieu d'un étang rempli de vases nauséabondes, un lotus pur et travailleur pouvait éclore. Puis vint l'heure de vérité. Le grand championnat du monde de Muay Thai, organisé dans une arène bondée aux Philippines. En grande finale, je faisais face à la championne du monde en titre, une combattante thaïlandaise à l'agressivité mortelle. À la fin du deuxième round, j'étais dans une impasse épuisée. Mon bras gauche, fragilisé par une ancienne lésion, menaçait de lâcher à chaque impact. Assise dans mon coin sur le tabouret, la tête me tournait dangereusement. C'est à cet instant précis que le flash de mémoire a surgi. Les ricanements condescendants de Bérénice, la soupe brûlante le geste pour me gifler de Gontran. J'ai inspiré l'air moite de l'arène à m'en brûler les poumons. J'ai rouvert les yeux habités d'une lumière sauvage et je me suis levé pour l'ultime round. La Thaïlandaise a attaqué à la vitesse d'un cobra. J'ai exécuté une esquive quasi suicidaire calculée au millimètre près du genre que seules les légendes osent tenter. J'ai saisi sa jambe en plein vol. Je lui ai appliqué un balayage rotatif, destructeur, que j'avais répété avec Maître Armand des dizaines de milliers de fois, et je l'ai projeté dans un fracas terrifiant contre le sol en toile. De l'estrade. L'arbitre s'est agenouillé et a compté jusqu'à 10. Terminé. Fin de combat. J'avais gagné. Les larmes ruisselant sur mon visage, le nez. Pissant le sang, j'ai senti le poids froid de la médaille d'or mondiale se poser sur ma nuque, tandis que la Marseillaise résonnait dans un pavillon euphorique à des milliers de kilomètres de ma patrie. Je n'avais pas seulement terrassé ma redoutable rivale, j'avais assassiné et enterré mon passé. Lors de la somptueuse réception donnée à Paris pour célébrer mon titre mondial, j'ai fait la rencontre de Léandre. Il était le jeune et brillant PDG de l'entreprise française de cybersécurité qui avait gracieusement sponsorisé notre fédération nationale. À 1000 lieues du stéréotype du cadre supérieur parisien hautain et condescendant, Léandre était un homme d'une culture immense discret, affichant un sourire d'une grande douceur et un regard d'une sincérité désarmante. « J'ai une profonde admiration pour votre courage et votre résilience », m'a-t-il glissé en me tendant un verre d'eau plate, avec une rondelle de citron, sachant parfaitement que les sportifs de haut niveau bannissent.
l'alcool de leur régime. Penseriez-vous être disposé à dîner avec moi demain soir? Juste un bœuf bourguignon sans prétention dans un petit bistrot typique de Montmartre, sans grande formalité ni mondanité? J'ai accepté avec un sourire. Et c'est ainsi que cet homme extraordinaire est entré dans mon monde. Léandre a inondé mes journées de paix réparatrices d'un soutien émotionnel inébranlable et d'un respect profond. Pour la toute première fois de mon existence, j'avançais aux côtés d'un homme face auquel je me sentais simultanément protégé, blindé contre les tempêtes et totalement libre d'être moi-même. Pendant que ma propre vie naviguait sous un soleil éclatant, le destin se chargeait de nettoyer les restes de Cyprien. Après sa chute, il s'était compromis avec des individus dangereux de la pègre locale. Il avait d'abord purgé de courtes peines sous bracelet électronique pour des fraudes fiscales grossières, mais aveuglé par des dettes, s'accumulant auprès d'usuriers violents et rongés par l'alcoolisme. Bon marché. Consommé à même le goulot, il a tenté un coup de poker pathétique. Il s'est infiltré en pleine nuit dans le siège ultra sécurisé de mon groupe pour dérober les prototypes industriels et les bases de données avec la ferme intention de les revendre au marché noir à nos concurrents. Ce que l'idiot ignorait, c'est que j'avais été prudente. J'avais fait installer un système de sécurité biométrique de dernière génération, conçu spécifiquement par l'entreprise de Léandre. Les sirènes ont hurlé, les sables blindés se sont verrouillés, et Cyprien s'est retrouvé bloqué comme un rat de laboratoire. Il a été cueilli par la brigade anticriminalité menottée alors qu'il tentait de dissimuler un disque dur dans son manteau élimé. Pris en flagrant délit, accablé par les preuves irréfutables des caméras 4K, sans le moindre sou pour s'offrir les services de ténor du barreau, et compte tenu de son lourd casier judiciaire pour fraude, le juge s'est montré impitoyable. La sentence fut un coup de massue, 12 ans de réclusion criminelle, fermes à la prison de Fleury-Mérogis, sans possibilité d'aménagement de peine. Le jour de l'énoncé du verdict final au tribunal de grande instance, Bérénice, désormais édentée, les cheveux gris, et ayant vieilli de 20 ans en l'espace de quelques mois, à cause des ravages de la précarité, s'est à nouveau évanouie dans la salle d'audience. À son réveil, elle s'est découverte absolument seule au monde sans toit, avec un mari cloué sur un lit d'hôpital public. Son unique option fut d'aller grossir les files d'attente lugubres pour espérer obtenir un lit de camp dans un centre d'hébergement d'urgence du SAMU social de Paris. 5 longues et merveilleuses années se sont écoulées depuis ce jour sombre. Le soleil doré plongeait doucement dans les eaux turquoises de la Méditerranée depuis la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat sur la côte d'Azur. La brise tiède soulevait délicatement le sable blanc de la plage privée que nous avions entièrement privatisée pour l'événement. Je me tenais au bout de l'allée tapissée de pétales de roses blanches et bordée de lanternes étincelantes. Je portais une robe de mariée aérienne qui flottait au gré du vent marin. Tout au bout de cette allée de bois clair, Léandre m'attendait. Dans son regard mature, il y avait ce feu silencieux, cette certitude absolue, cet amour ravageur, et l'orgueil indomptable d'un homme qui me regardait comme sa partenaire et son égale pour la vie entière, et non comme une subalterne. Sur les chaises blanches disposées autour de nous ne figurait qu'une assistance restreinte composée de véritables amis. On y trouvait Ambroise, devenu aujourd'hui le brillant et incorruptible directeur des achats de la filiale asiatique de mon entreprise basée à Singapour. Et officiant la cérémonie civile sous la lumière parfaite du crépuscule méditerranéen se tenait le loyal et gigantesque Amaury. Nous sommes réunis aujourd'hui sur cette plage magnifique pour célébrer l'union et la victoire indomptable d'Apolline et de Léandre, a déclaré Amaury, la voix nouée par une émotion palpable face à la quiétude infinie de la Plisandre. Méa, la cruauté du monde a prouvé qu'Apolline est une femme forgée dans le fer forgé. Elle a traversé les flammes, elle est descendue dans les abîmes les plus obscurs de l'humiliation et de la trahison, et elle en a jailli. Telle la championne du monde qu'elle est et restera. Jamais elle n'a vacillé, jamais elle n'a baissé les bras. Elle n'a pas attendu que le bonheur vienne frapper à sa porte. Elle l'a conquis. Elle l'a arraché avec ses propres poings. Plus que n'importe quelle âme présente sur cette terre, elle a mérité d'évoluer dans la lumière. Alors que Léandre glissait avec une infinie délicatesse, l'épaisse alliance en or blanc à mon doigt, j'ai de nouveau observé mes propres mains.
J'ai revu furtivement les anciennes cicatrices des brûlures de la soupe, les gerçures des produits d'entretien et les écorchures des sacs de frappe. Aujourd'hui, elles étaient parfaitement apaisées. Ces mains, qui autrefois servaient des flûtes de champagne sur des plateaux d'argent en signe de soumission abjecte, et qui plus tard durent briser des os pour imposer une justice implacable, étaient aujourd'hui, et pour le restant de mes jours, serrées fermement par une main chaude, douce et véritable. Je remercie le ciel à l'infini pour ton existence dans ma vie, a murmuré Léandre, à quelques centimètres de mes lèvres. Je te promets, sous le ciel étoilé de la Méditerranée, que chaque jour que Dieu fera, je mettrai tout en œuvre pour continuer de panser tes cicatrices. J'ai souri à cet homme exceptionnel à travers un fleuve de larmes douces et intensément heureuses. La lourde porte de fer noir de mon passé sordide était définitivement cadenassée, scellée par des chaînes d'acier qu'aucune force au monde ne pourrait plus briser. Le plat de la vengeance, qui se mange traditionnellement si froid, s'était désormais transformé en une saveur incroyablement douce. Non pas tant grâce à la déchéance misérable dans laquelle se débattaient mes anciens bourreaux au fond de leurs cellules de prison ou de leur foyer pour sans-abri, mais bien parce que j'avais réussi à m'extraire des ténèbres pour bâtir ma propre gloire, forger des fortunes colossales, et trouver un amour d'une loyauté et d'une pureté absolue. J'ai tourné mon regard vers l'immensité de cet océan majestueux, cet élément qui résiste à toutes les tempêtes et à l'épreuve des siècles. Et j'ai finalement compris, sans l'ombre de la moindre hésitation, que tout le chemin qui s'étirait devant moi ne serait pavé que de lumière dorée. J'étais Apolline, l'indestructible championne des arènes souveraines, maîtresse absolue de mon empire financier et de mon destin. Et mon histoire avait enfin trouvé les lignes dorées de son véritable, et ils vécurent heureux pour toujours.